Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment l'État m'a fait perdre 20 000 € en 2024 et comment on a dû gérer le pire problème qui nous est arrivé dans l'immobilier depuis qu'on a commencé. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un arrêté d'insalubrité qu'on a eu sur un de nos appartements en 2024. Si tu as vu le premier épisode de la chaîne, on va parler du premier appartement qu'on a acquis en 2018. C'est toujours d'ailleurs, on est en train de le vendre, un appartement T3 qu'on avait acheté à l'époque 53 000 €, frais d'agence inclus. Il était déjà loué, ce qui explique qu'on l'a acheté aussi peu cher à l'époque, c'était que déjà le marché était beaucoup moins dynamique qu'aujourd'hui sur la commune sur laquelle on l'a acquis. Et en plus, il était déjà loué à l'époque à une locataire qui avait ses défauts. Et en plus, l'appartement avait déjà besoin d'un coup de propre au moment où on l'avait acquis. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui justifiait son prix. La locataire qui était dedans, on va dire avec qui on avait des relations qui étaient cordiales au début, elle payait son loyer, il y avait des fois quelques petits problèmes de retard ici et là. C'était une mère seule avec 3 enfants assez grands. D'ailleurs, l'une à la fin ne vivait même plus avec eux. Et c'est vrai qu'ils étaient déjà un petit peu nombreux, on va dire, pour vivre dans un appartement T3. Ils devaient partager des chambres, on va dire, c'est un appart de 60 mètres carrés, hein, donc pour une famille de 3 enfants, c'est peut-être un petit peu petit. Et elle avait une demande de logement social en cours depuis 2009. Donc pour vous dire, en 2018, ça faisait déjà quasiment 10 ans qu'elle avait cette demande de logement social en cours. Elle est même passée à la télé sur France 3 pour expliquer qu'elle n'arrivait pas à avoir de logement social. Et souvenez-vous de ce point, ça sera important au moment de la conclusion de cette vidéo. Au fur et à mesure des années, les relations sont un petit peu tendues parce que des fois, en fait, elle nous répondait pas, ou en fait, des fois, pendant 3 mois, elle partait à l'étranger sans nous prévenir, elle payait plus le loyer, puis elle régularisait. Donc forcément, on va dire, il y a eu des petits accros ici et là qui expliquaient que la relation locataire-propriétaire s'était un petit peu détériorée. Mais bon, rien de gravissime par rapport à ce que nous on avait pu avoir avec d'autres locataires. Il faut savoir que quand on a acquis cet appartement à l'été 2018, le bail devait se renouveler à la fin de l'année 2018. Quand vous achetez comme ça un appartement qui est déjà loué, vous avez une obligation de prolonger au moins une fois le bail s'il arrive à échéance avant la moitié de sa durée. Donc grosso modo, comme c'est un bail nu qui durerait une durée de 3 ans, il arrive à échéance fin 2018 et nous, comme en plus on l'avait acquis avec une SCI, là encore c'est un petit peu technique, mais le bail s'était renouvelé pour 6 ans. On avait fait un prêt très court sur cet appartement, un peu une erreur de débutant quand on avait fait le financement. On l'avait financé sur 8 ans, donc quand on arrivait en 2024 à la fin du renouvellement de 6 ans, on était déjà quasiment à la fin de notre prêt. Et en fait on s'est posé la question parce que je savais que la locataire depuis longtemps avait une demande de logement social et en fait on attendait qu'elle parte parce que nous c'était tout simplement un bien qu'on voulait vendre parce que les charges de copropriété étaient assez chères. Et puis tout simplement, quand vous faites souvent des acquisitions d'un patrimoine immobilier, vos premières opérations vont être un peu les premières que vous allez arbitrer pour plus tard partir sur d'autres projets. Donc au début de l'année 2024 se pose le choix de donner ou pas un congé pour vente à la locataire et c'est ce qu'on décide de faire, donc 8 mois à l'avance pour lui laisser quand même relativement le temps, sachant que la loi nous oblige de le faire au moins 6 mois à l'avant, et on décide de lui donner en plus le congé pour vente par courrier d'huissier. Ça aussi c'est un petit conseil que je peux vous donner, ça coûte pas très cher, ça coûte une centaine d'euros de faire délivrer un congé pour vente à votre locataire par huissier, et c'est mieux de le faire parce que le congé pour vente il est très formalisant, il faut beaucoup de mentions obligatoires dessus, donc au moins quand vous le faites par un huissier, vous êtes sûr que les mentions ne vont pas manquer. Jusque là tout se passait bien, on va dire, on était content de notre investissement, on allait arriver à la fin, on allait pouvoir le vendre et pouvoir repartir sur autre chose, et la locataire elle disposait quand même de 8 mois pour retrouver un logement, et même si bon je comprends qu'elle était dans l'appartement depuis longtemps, c'est aussi à un moment donné le droit du propriétaire de pouvoir récupérer son appartement. Les problèmes ont vraiment explosé, on va dire 2 mois après, donc au mois de mai 2024, quand on reçoit un courrier de la mairie de la commune dans laquelle se situe le bien qui nous fait en fait un état des lieux de l'appartement. Donc en fait un expert, alors bon je vous arrête tout de suite, il est expert en rien, c'est juste un fonctionnaire de la mairie qui vient constater l'appartement et qui a reproché tout un tas de points qui avaient été listés dans le courrier, donc je vais vous parler un peu maintenant pour vous montrer un peu à quel point c'était quand même très léger. On nous avait d'abord reproché le manque d'étanchéité des joints de la salle de bain et de la cuisine. Alors effectivement, il faut que vous ayez des joints aux éviers, c'est normal, sinon c'est comme ça que vous avez de l'eau qui s'infiltre et après l'eau dans le bâtiment ça abîme tout. Mais dans la loi de 1989, c'est bien à la charge du locataire de faire l'entretien des joints. Et là d'abord, en plus, petit conseil pour vous, que vous soyez propriétaire ou locataire, refaites au moins tous les ans ou tous les 2 ans les joints autour de vos éviers ou de votre baignoire ou de votre douche. Ça vous évite beaucoup de choses et surtout de faire des dégâts des eaux à vos voisins si vous vivez en appartement. Donc
ça, c'était le premier point, le principal. Ensuite, on nous avait reproché aussi qu'il y avait eu un dégât des eaux de l'appartement du dessus dans la salle de bain dont on n'était même pas au courant et qui n'avait pas été réparé. Donc en fait, vous aviez le plafond qui n'était même pas moisi, hein, juste il y avait une tache parce qu'on voyait qu'il y avait de l'humidité qui avait séché et le plafond n'était plus blanc. Ça, faut savoir qu'on n'avait pas été au courant et qu'en plus, c'est de la responsabilité de la locataire, vu que c'est un bail nu, de le déclarer à sa propre assurance. Mais ça nous avait été reproché aussi. Ensuite, on nous avait reproché que la peinture au niveau du plafond de la cuisine s'effritait un petit peu et vous aviez des petits bouts de plâtre de quelques millimètres qui pouvaient tomber. Et dans le courrier qu'on avait eu, on nous avait carrément dit qu'il y avait des risques de chute d'objets qui pouvaient entraîner des blessures des personnes vivant dedans. Donc en fait, on aurait dit qu'il y avait des parpaings de 30 cm qui pouvaient tomber du plafond, alors que non, c'était des petits bouts de plâtre, même plus petits que ça, qui bien sûr étaient totalement inoffensifs, qui venaient juste du fait que avec le temps et le fait que dans la cuisine il y avait un peu un manque d'aération du fait que la VMC n'était pas bien nettoyée, qui faisait que de temps en temps vous deviez avoir un petit peu des effets d'humidité qui venaient après ressécher le plafond et qui faisait qu'au bout d'un moment la peinture s'était un petit peu croûtée. Donc voilà, rien de grave non plus. Encore des points que en tant que propriétaire on aurait bien voulu régler, il aurait en plus fallu qu'on soit au courant. Et ça avait été un point qu'on avait opposé justement à la mairie, qui nous avait répondu que c'était notre responsabilité de venir régulièrement vérifier l'appartement dont on était propriétaire par le biais de notre SCI. Donc je sais pas si vous, en tant que propriétaire, vous allez souvent embêter l'intimité de vos locataires pour savoir ce qu'ils font dedans, ou si vous, en tant que locataire, vous appréciez que votre propriétaire s'insinue dans votre vie en permanence pour vérifier ce que vous faites. Mais bien évidemment, dans un monde normal, le propriétaire, s'il n'est pas averti par son locataire, il n'a pas de moyen de savoir concrètement ce qui se passe. Le plus important dans tout ça, donc là je vous ai cité les points principaux qui étaient dans ces demandes-là. Sinon vous aviez des demandes vagues du type assurer l'efficacité électrique de l'appartement ou assurer l'étanchéité des pièces humides. Enfin vous voyez des choses très vagues où au final on pouvait mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Il faut savoir que la locataire a fait pas mal d'aménagements parce qu'elle avait pris elle-même la responsabilité d'en fait retirer l'ancienne cuisine, de remettre elle-même un évier et ses propres meubles autour. Donc forcément au niveau de la disposition des éléments, il y avait des choses qui n'étaient pas aux normes d'un point de vue électrique, mais qui encore une fois ne répondaient pas de notre fait et ne figuraient d'ailleurs pas sur l'état des lieux qui avait été fait au moment de son entrée dans l'appartement. Donc énormément de points qui faisaient que, je l'accorde, que cet appartement était vétuste et avait besoin d'un coup de propre, mais ça vous devez le savoir, quand on doit faire la rénovation d'un appartement, il ne faut pas qu'il y ait de locataires à l'intérieur, sinon vous n'allez pas commencer à tout casser et à faire d'énormes travaux alors que vous avez une femme avec 3 enfants qui vit dedans. C'est évident que je comprends que l'appartement n'était pas un super beau T3 rénové qui venait d'être construit neuf. En revanche, et je pense qu'on a tous cette même image d'un appartement insalubre. Nous-mêmes, en tant qu'investisseurs IMO qui en ont acheté 49, on en a vu des appartements insalubres avec de la moisissure de plusieurs centimètres d'épaisseur sur les murs des salles de bain, des biens qui ne sont plus étanches, où vous avez l'air qui passe, où vous avez de l'eau qui rentre quand il pleut. Ça, c'est des choses qu'on a vues, ou alors où il y a des cafards ou des rats ou des nuisibles dans des appartements. On a vu beaucoup ce genre de choses dans l'immobilier et cet appartement, ce n'était pas le cas. C'était un appartement dans lequel n'importe qui aurait pu vivre et qui n'était pas très différent de l'appartement dans lequel je vivais au moment où je l'ai acheté, où j'étais encore étudiant. Donc c'était simplement un appartement des années 80-90 qui était vétuste et qui avait simplement besoin d'être mis au goût du jour. Mais nous, on nous a opposé l'insalubrité pour plusieurs raisons. En réalité, ça permettait déjà que la locataire n'ait plus son loyer à payer. Et ça a été déjà un des points qui nous a le plus impacté. De plus, alors qu'on avait donné un congé pour vente à la locataire, à cause de l'arrêté d'insalubrité, le congé pour vente était suspendu et elle n'avait plus d'obligation de quitter l'appartement. Donc là, vous commencez un peu à comprendre pourquoi la mairie a fait ça. C'est tout simplement que plutôt que de retrouver un logement social tel que la locataire le demandait, ils ont préféré venir impacter le propriétaire dont on s'en fout. De toute façon, ce sont que des enfoirés de bourgeois et ils méritent leur sort. Très sincèrement, ils nous l'ont dit à demi-mot. Donc ils ont préféré le fait que nous n'ayons plus de loyer et qu'en plus nous soyons coincés à ne plus pouvoir vendre cet appartement et la locataire à ne plus devoir partir comme c'était le cas légalement via le fait qu'on avait donné un congé pour vente parfaitement régulier. Donc un mois après la réception de ce courrier, l'arrêté d'insalubrité tombe alors que nous-mêmes on avait quand même fait une réponse qui ouvrait la place à un débat contradictoire. En fait c'est comme ça qu'ils l'appellent dans la loi, il est censé y avoir un débat contradictoire. En fait ils vous envoient un courrier, vous répondez une fois et après ils prennent la décision. C'est aussi simple que ça. Donc ils avaient pris la décision, quoi qu'il arrive, c'était dans leur stratégie, de nous maintenir l'état d'insalubrité. Donc à partir
partir du mois d'août 2024, on ne touchait plus de loyer sur cet appartement et en plus on avait une obligation de faire des travaux sous 8 mois. Là c'est posé un petit peu le cas devant nous et c'est pour ça aussi que je le raconte, que pour que si jamais un jour ça vous arrive, vous sachiez un petit peu quelles sont vos options. Soit on allait voir un avocat et on commençait de longues démarches judiciaires contentieuses contre la commune pour essayer d'avoir gain de cause. Et le problème c'est que vous savez, quand vous attaquez l'État en justice, eux s'ils doivent payer un avocat, de toute façon ils le payent avec vos impôts, donc c'est pas un problème. Par contre, nous forcément ça avait un coût en financier et également en temps et en énergie, parce que faire une procédure devant un juge, ça nécessite beaucoup d'échanges avec l'avocat, beaucoup de pièces, etc. Ou jouer le jeu et faire les travaux qui étaient demandés, et en plus reloger la locataire, parce qu'en plus on avait une obligation de relogement de cette dernière pendant la durée des travaux. Donc vous voyez déjà un petit peu le tableau qu'on avait, et on a fait quand même le choix de jouer le jeu en se disant que c'était probablement la solution qui nous coûterait le moins cher et qui irait le plus vite. Donc on avait été faire un devis avec nos artisans pour reprendre point par point l'arrêté d'insalubrité et voir les travaux qu'on allait devoir faire. On a mis plus de 8 000 € de travaux dans cet appartement pour résoudre les différents points qui ont été visés, et en plus on avait relogé à nos frais la locataire. En plus on lui avait pris un logement Airbnb, et pour l'anecdote, elle n'y a même pas dormi parce qu'en fait elle estimait que le Airbnb n'était pas assez bien par rapport à ce qu'elle voulait attendre. Et vous imaginez bien, un appartement sur Airbnb, c'était pas un taudis, sinon il serait pas sur Airbnb. C'était un logement 4,5 étoiles qui était à moins de 20 minutes de son appartement, mais elle estimait que en fait vu qu'il n'y avait pas de télé dans le Airbnb, c'était pas possible de rester là, et donc en fait elle était tout simplement allée habiter chez son frère pendant la durée des travaux. Donc vous voyez là encore que on a vraiment payé plusieurs centaines d'euros de Airbnb dans le vent, encore une fois pour respecter la procédure sur laquelle nous étions tombés. Donc c'est passé la petite semaine de relogement pendant lequel nos artisans ont pu faire les différents travaux, et bien sûr jusqu'à la fin on a été embêtés parce qu'elle a été très difficile avec l'artisan. Vous le savez, il y a toujours des petites finitions en fait pendant la semaine de travaux. Ils avaient pu faire le gros, il y avait toujours des petits temps de séchage, des petites choses qui nécessitaient qu'ils reviennent, et elle s'est rendue très peu disponible. Ça a été très compliqué pour l'artisan, plusieurs fois il s'est déplacé, plusieurs fois elle ne lui a pas ouvert la porte. Enfin vous voyez un petit peu le cas dans lequel on a été, où tout a été difficile du début à la fin. Et là je dois avouer qu'on a eu un des rendez-vous les plus lunaires que j'ai jamais eu dans ma vie avec cet expert de la commune qui est venu en fait critiquer tous les travaux qu'on a fait. Il a été extrêmement vindicatif à l'égard des propriétaires. Enfin ça se sentait qu'il était profondément communiste et que peu importe ce qu'on allait faire, ça n'allait pas être assez bien pour lui. Heureusement que notre artisan était quelqu'un de très calme et de très gentil. Je connais d'autres artisans, je pense qu'il aurait fait passer par le balcon avec toutes les énormités insultantes qu'il lui a dit, qu'il lui a envoyé. Donc vraiment il a critiqué tout ce qu'on avait fait comme travaux en nous disant que on s'était contenté du minimum. Alors déjà qu'il nous avait donné un arrêté d'insalubrité que même notre avocat avait dit qu'il était trop light et que ça ne justifiait pas un arrêté d'insalubrité, et qu'en plus on avait quand même fait l'intégralité des points qui étaient dedans, alors même que je vous expliquais juste avant que certains points étaient vagues. Enfin vous voyez un petit peu l'énormité administrative dans laquelle on était. Il nous a reproché d'avoir fait le minimum et sans nous donner aucun écrit, parce que bien sûr c'est toujours que de la procédure orale avec ce type de personnage. Il nous reprochait encore de nous demander de changer tous les sols de l'appartement, ce qui n'était absolument pas demandé dans l'arrêté initial. Ce qui bien sûr il l'a fait en nous coinçant, en sachant qu'on ne pourrait pas le faire parce que tant que la locataire était là, bien évidemment il y avait tous ces meubles, et en fait vous pouvez pas changer un sol si vous avez tous les meubles de la locataire. À côté de ça, vous allez dire comment on a pu finalement sortir de cette histoire, et puis surtout la problématique majeure, peut-être que vous y aviez pensé, nous ça a été une des premières solutions qu'on avait envisagées, c'était retrouver tout simplement un logement à la locataire, et ça c'était le job de l'assistante sociale qui en plus l'accompagnait et devait normalement gérer ce point, et l'assistante sociale n'arrêtait pas de me dire qu'ils étaient en train de chercher un logement, que ça allait finir par être trouvé, etc. On a fini par s'en occuper nous-mêmes. Heureusement on avait un petit peu de réseau sur cette commune, et on a quelqu'un qui a pu nous aider à retrouver un logement social à cette locataire, et c'est là qu'en plus on a découvert, mais je pense une des anecdotes les plus folles de toute cette histoire, c'est que en réalité bien que la mairie s'en était mêlée, était venue nous embêter en nous donnant cet arrêté d'insalubrité, etc., le dossier de demande de logement social de la locataire n'était pas à jour depuis quasiment 10 ans. Donc ça veut dire qu'en fait cette personne ne recevait pas de proposition de logement social alors même que c'était son souhait.
souhait parce que son dossier n'était pas à jour. Alors certes, il y a le fait que c'est de sa responsabilité individuelle, mais visiblement là on est quand même devant un cas où on avait quelqu'un qui avait besoin d'aide pour gérer ses papiers et c'est nous-mêmes qui avons mis à jour son dossier de demande de logement social et qui avons permis qu'elle obtienne un logement parce que pour nous donner un arrêté d'insalubrité, là visiblement il y avait du monde à la mairie, mais pour s'occuper de cette dame et vérifier si sa demande était à jour, il n'y avait personne. Donc là encore une fois, vous voyez toujours la manière dont l'État vient gérer les choses et préfère taper allègrement sur le propriétaire plutôt que d'aider le locataire qui pour le coup en a vraiment besoin. On a fini par lui trouver un logement et elle a pu déménager au mois de mars 2025. C'est nous-mêmes qui avons en plus payé son dépôt de garantie pour qu'elle puisse rentrer dans son logement social. Donc là vous commencez déjà à voir que de août 2024 à mars 2025, on a perdu plus de 6 mois de loyer sur un loyer qui était de 800 € charges comprises, donc quand même quelque chose de relativement impactant pour nous, plus les 8000 € de travaux, plus les frais d'avocat qu'on avait quand même dû faire parce que voyant au mois d'octobre que cela s'était tendu avec la mairie, on avait en plus lancé une procédure devant le juge administratif. On avait quand même fini par aller dans cette direction en se disant qu'on n'allait jamais sortir de là. On était déjà à plus de 20 000 € de perdus sur ce dossier et bien évidemment vous vous dites bon, bah, ça y est, victoire pour eux, la locataire a enfin quitté les lieux au mois de mars, ça y est, ils récupèrent leur appartement, ils peuvent le vendre. Eh bien non, l'arrêté d'insalubrité n'étant toujours pas levé, compliqué pour nous de pouvoir le vendre. Légalement on pouvait, mais forcément l'acheteur aurait pas voulu acheter un appartement où il y avait toujours un arrêté d'insalubrité en cours dessus. Et l'inspecteur qui est revenu, qui n'était d'ailleurs pas le même que la première ni la deuxième fois, parce que bien sûr on est en France, quand vous avez un dossier qui dure plus de 6 mois devant l'administration, vous avez 3 interlocuteurs différents. Il nous est à nouveau reproché quelque chose qui n'était jamais apparu depuis le début sur ce dossier. Il nous a reproché que les menuiseries de l'appartement étaient du simple vitrage. Alors bien évidemment c'était du simple vitrage étanche, hein, c'est des menuiseries qui étaient encore en relativement bon état, qui n'étaient pas cassées, surtout qui ne laissaient pas passer l'air. Alors certes, je suis d'accord avec vous que le simple vitrage, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de confort acoustique ou même de confort thermique, mais pour le coup, on avait fait le DPE de l'appartement et l'appartement était D. Et passer en double vitrage n'améliorait même pas la lettre du DPE, donc du diagnostic de performance énergétique. Donc vraiment pour vous montrer que c'était un point qui était complètement lacunaire de la part de la mairie, mais il continuait à refuser de nous lever l'arrêté tant qu'on ne changeait pas les menuiseries. Alors heureusement, on n'a pas dû les changer, ça aurait été encore quasiment 10 000 € de plus de pertes pour nous sur ce bien. On a fini, après plusieurs semaines de tractation et d'échanges assez musclés avec eux, à avoir gain de cause à ce qu'ils nous lèvent cet état d'insalubrité. Ce qu'on en retire de cette expérience, c'est que vraiment ne faites jamais confiance à l'État dans ce pays, peu importe que vous soyez locataire ou propriétaire, hein, parce que la locataire, elle n'a pas été beaucoup plus aidée. Et à partir du moment où nous arrivions au bout du délai de 8 mois où nous pouvions faire les travaux, nous risquions une amende de 100 € par jour de retard, donc quasiment 3 000 € par mois à payer à l'État si les travaux n'étaient pas faits. Et encore une fois, des travaux que nous avions faits mais que la mairie n'était visiblement pas d'accord avec. Donc vous voyez vraiment le problème dans lequel on est en France. On est vraiment petit bras quand on est embêté par l'État. Et vraiment, moi, ce que je vous recommande et ce que je ressors de cette histoire, c'est de absolument éviter ce genre de situation. Si vous êtes propriétaire et qu'un jour vous avez un risque de voir un de vos biens passer en état d'insalubrité, même s'il n'est pas insalubre, encore une fois, même si c'est uniquement la mairie qui décide de venir vous embêter ou d'aider le locataire ou peu importe, vraiment réagissez le plus vite possible et commencez les travaux au plus tôt pour ne pas être embêté. Ça vous coûtera moins cher et vous ne risquerez pas de tomber dans ce régime qui est totalement injuste. Après des régimes injustes que l'État impose à ses citoyens, on en a quand même eu pas mal ces dernières années. On a d'autres exemples que je ne donnerai pas ici, mais vous voyez bien là où on veut en venir, c'est que vraiment on est malheureusement dans un pays où la justice n'existe plus et où ce type de situation peut arriver. Si je t'ai raconté toute cette histoire, c'est pas simplement pour nous plaindre, mais pour te donner des conseils et pour te montrer comment malheureusement ça peut se passer en France vis-à-vis de l'État quand tu es propriétaire immobilier, et un peu pour te donner les éventuels tips que tu peux toi-même appliquer si jamais ça arrive, ou en tout cas que tu puisses éviter que ça arrive dans tes investissements immobiliers, parce que une situation d'insalubrité, en réalité, elle peut être vraie ou non, elle peut être de la faute du propriétaire ou du locataire, mais dans tous les cas, c'est toujours le propriétaire qui sera embêté dans ce genre de cas. Donc vraiment, voilà, fais-y particulièrement attention. Dans les prochains épisodes, on racontera bien évidemment des anecdotes qui seront un peu plus sympas, mais ça nous tenait à cœur vraiment de expliquer ce qui nous était arrivé, ce qu'on a nous-mêmes subi comme une profonde injustice et qui, sur un régime juridique en France qui est particulièrement défavorable aux propriétaires et dont on entend assez peu parler. D'ailleurs, si là encore je peux te donner un dernier conseil, c'est que si jamais ça se tend à un point avec un locataire où il te menace de faire venir la mairie et de lui-même dégrader l'appartement pour le mettre en état d'insalubrité, essaye le plus rapidement possible de faire cesser le bail et entre guillemets de le faire déménager ailleurs. Ça te permettra d'éviter beaucoup
beaucoup de nuits d'insomnie comme nous malheureusement on a pu avoir dans cette histoire. Heureusement on s'en est finalement sorti, heureusement qu'on avait un parc immobilier relativement important. C'est finalement nos autres biens qui nous ont permis et de trouver l'argent nécessaire au paiement des travaux et également au paiement du prêt, des différentes charges qu'on a gardées pendant ce problème. Franchement, si on avait eu que cet appartement là, je pense que ça aurait été vraiment extrêmement dangereux pour nous d'un point de vue financier, et même si forcément ça a été inconfortable, ça a été des pertes sèches qu'on a subies en cette année 2024, on a quand même pu passer au travers justement par le fait qu'on avait d'autres investissements qui continuent à tourner quand celui-là avait un profond problème. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire aussi, donne-moi ton avis si tu considères un peu que ce qui nous est arrivé c'est du grand n'importe quoi, et n'hésite pas à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à nos autres réseaux sociaux de la Flouserie si tu as envie de nous suivre au quotidien.